Et l'Iran a laissé entendre qu'elle pourrait attaquer Israël avant ces élections américaines. On apprend aussi que les États-Unis déploient des forces supplémentaires dans la région. Israël va être frappé avant mardi, mercredi. Nous prenons les menaces iraniennes au sérieux. Toutefois, je pense qu'à l'heure actuelle, ici et maintenant, ce dimanche où nous parlons, il n'y a pas de fébrilité par rapport à une action ou une attaque iranienne contre Israël. Et que c'est la routine de guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fébrilité. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de préparatif pour contre-attaquer cette attaque iranienne. Comme vous le savez, chaque attaque potentielle iranienne, on a vu ça 2 fois, entraîne une coordination très précise entre Israël et les États-Unis, d'abord les grands alliés, éventuellement d'autres alliés qui sont concernés. La France a pris parti à 2 actes de défense en faveur d'Israël, la Grande-Bretagne aussi. Donc on ne voit pas à l'heure actuelle de dispositif ou de phase préparatoire à une attaque iranienne. En revanche, de l'autre côté, on en voit une, notamment avec ces milices pro-iraniennes en Irak qui ont affirmé si jamais l'Iran attaque Israël, elle pourra le faire depuis l'Irak. De l'autre côté, on a l'impression qu'il y a quand même une préparation. Qu'est-ce que ça nous dit, ces déclarations des milices pro-iraniennes en Irak ? Il n'y a rien de surprenant. Comme vous le savez, nous faisons face à une guerre multifrontale avec, on a le Hezbollah aussi, le Hamas, mais dans le pourtour, jusqu'au Yémen, des milices affiliées à l'Iran. Donc, venant de l'Irak, ça ne nous surprend pas. C'est pris en considération par l'état-major israélien. Ça ne change pas grand-chose à la donne. Des milices comme ça en Irak qui disent à l'Iran qu'elles peuvent attaquer Israël depuis leur sol. Là, je m'adresse aux diplomates que vous êtes. On reproche souvent à l'international à Israël d'être, entre guillemets, un fauteur de guerre, c'est-à-dire d'étendre le conflit à tout le Moyen-Orient, d'étendre la guerre. Il y a eu Gaza, après il y a eu le Liban. Comment vous expliquez ce qui peut être entendu, en tout cas d'un point de vue israélien, comme une inversion finalement accusatoire ? D'abord parce que nous sommes fondamentalement dans un acte défensif. Ce sont des guerres qui ont été, ou une guerre multifrontale qui a été imposée à Israël. Israël ne l'a pas provoquée, ce sont les autres qui nous attaquent. Donc nous nous défendons comme nous pouvons, là où nous pouvons. Et s'il faut pour cela faire un bris de clôture ici ou là, comme au sud Liban ou à Gaza, c'est une nécessité et nous l'assumons. Vous l'assumez, mais justement, ce qui est reproché, c'était là mon propos, ce qui est reproché à Israël, le fait de provoquer des guerres multifronts, vous défendez, et on vous reproche d'attaquer. Comment vous analysez ça ? Eh bien, je pense que beaucoup d'intellectuels en France, dont Georges Bensoussan, ont parlé du phénomène de l'inversion victimaire. Je considère que nos ennemis sont dans cette position. L'agresseur se prend pour la victime. C'est le cas classique de l'Iran. L'Iran a déclenché en avril une attaque balistique massive contre Israël, réitérée en octobre, et se considère toujours comme la victime, et Israël comme l'agresseur. Donc ce phénomène a été vu très clairement chez vous en France aussi par nos intellectuels. On le voit ici. Il faut dépasser ce type de contradiction, cette hostilité foncière dans la mobilisation des consciences et faire ce qu'il faut, c'est-à-dire défendre notre patrie, quel qu'en soit le prix.
Yehuda Lankri, on est à 2 jours des élections américaines. Votre regard aussi sur ce qu'il se passe aux États-Unis. Il y a une majorité d'Israéliens, selon les derniers sondages, qui serait plutôt favorable à l'élection de Donald Trump. Vous, qu'en pensez-vous ? Je pense que les sondages reflètent effectivement un sentiment assez répandu en Israël, pour la raison bien simple qu'on a eu déjà Donald Trump comme président et que les Israéliens n'ont pas été déçus par cette présidence de Trump. Je pense qu'il a mené une série d'actions favorables à Israël, la reconnaissance de Jérusalem comme sa capitale, le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, mais il s'est affirmé aussi, comme c'est un homme imprévisible, il y a un bon côté dans cette dimension imprévisible, il s'est affirmé comme un homme à la recherche de la paix entre nous, les Palestiniens et nos voisins, plus largement. Les accords d'Abraham portent le sceau personnel de Donald Trump. C'est le premier président américain à avancer sur ce champ miné qu'est l'État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Il a conçu certains plans politiques qui a fortement déplu à nos partenaires palestiniens, puisque l'État palestinien que Donald Trump leur offrait par le biais de son gendre Jared Kushner était plutôt un État embryonnaire, peu viable, je le conçois bien. Mais enfin, il a eu quand même cet acte téméraire. Et il a posé sur la table le principe d'un État palestinien, quoi qu'on en pense, la droite israélienne radicale, ou même Netanyahou qui était ni figue ni raisin par rapport à ce plan de Donald Trump. Donc, l'expérience nous montre qu'avec Donald Trump, on a eu 4 ans de présidence américaine amicale, que les Américains ne soient pas toujours convaincus d'un candidat comme Donald Trump, ça c'est leur affaire interne et on ne s'immisce pas dans ces affaires, mais la relation américano-israélienne n'en a pas souffert, au contraire, je pense que c'est un plan et c'est épanoui. Même par rapport à l'Iran, Donald Trump a su imposer des sanctions paralysantes pour le régime iranien. Du côté de Kamala Harris, d'après vous, ce serait un changement sur cette politique de soutien à Israël ? Un changement qui n'est peut-être pas radical. Elle a, en plusieurs occasions, affirmé le soutien qu'elle apportera à Israël si elle était élue comme présidente. Et on a bien des raisons de le croire, parce que l'alliance américano-israélienne est tellement forte qu'elle transcende les personnalités des présidents. Néanmoins, ici, on constate qu'il y a une certaine gêne de Kamala Harris par rapport à l'idée de génocide qu'Israël aurait effectué à Gaza. Or, c'est quand même intolérable de la part d'une femme qui est une femme de droit. Elle a été procureure et sénatrice et qui est candidate et qui semble très gênée par cette notion de génocide au point de flirter avec, de se rapprocher avec cette idée de génocide. Merci beaucoup Yehuda Lankri pour ces éclaircissements. Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et aussi en France. Merci à vous. Radio J.